Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Léa Divinayon-Soglo, lors d'un entretien ce week-end sur une télévision internationale, dit ne rien se reprocher face aux accusations dont il fait l'objet et désigne Patrice Talon comme l'auteur de ces malheurs. Il affirme n'avoir jusque-là pas encore reçu la notification de sa révocation à la tête de la municipalité de Cotonou. L'avocat à la cour Alain Orunla est l'invité de ce 19h. Il nous donnera son appréciation technique sur les dossiers qui agitent l'opinion ces derniers jours, notamment l'affaire relative aux perceptions de commissions occultes pour des placements de la CNSS à la BIBE et celle relative à la mauvaise gestion d'un don de riz japonais. Récompenser les réussites de la société pour impacter la jeune génération, c'est dans cette optique que l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a attribué ce lundi 27 novembre 2017 le prix d'excellence et de leadership au Dr Kossi Félix Edo Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs immobilières. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Une actualité de dernière minute pour ouvrir cette édition. Le maire de la commune de Bembereke, Gounou Yarou, a été destitué à l'issue d'un vote de défiance qui a abouti à l'obtention de 14 voix contre 5. Nous reviendrons sur les circonstances de ce vote de défiance dans nos prochaines éditions. Après plusieurs semaines d'exil, Léa Divinayon-Soglo, l'ex-maire de la ville de Cotonou, est sortie de son silence ce dimanche. Invité de l'émission Et si vous me disiez toute la vérité de TV5 Monde, l'ex-maire de la ville de Cotonou a narré le film de sa suspension et de sa révocation de la tête de la mairie de Cotonou. Il s'est également prononcé sur la crise de leadership que traverse son parti politique, la Renaissance du Bénin, RB. Pour lui, tous ces événements ont été commandités par l'actuel président du Bénin, Patrice Talon. L'ancien homme fort de la ville vitrine affirme que la source de cet acharnement dont il est victime par le pouvoir en place résulte de son soutien au candidat Lionel Zinsou lors de la présidentielle de 2016. Léa Divinayon-Soglo dit ne rien se reprocher face aux accusations dont il fait l'objet. Il faut retenir aussi que Léa Divinayon-Soglo, qui désigne Patrice Talon comme l'auteur de ces malheurs, a souligné lors de cet entretien n'avoir jusque-là pas encore reçu la notification officielle de sa révocation de la tête de la municipalité de Cotonou. Récompenser les réussites de la société pour impacter la jeune génération, c'est dans cette dynamique que l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a attribué ce lundi 27 novembre 2017 le prix d'excellence et de leadership au Dr Kossi Félix Edo Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. La cérémonie officielle de remise de cette nouvelle distinction s'est déroulée à la Fondation Zinsou de Cotonou en présence des hommes des médias, des professionnels des médias et des collaborateurs du récipiendaire. Plusieurs cadres de la centrale d'achat des intrants agricoles CAIA sont gardés à la prison civile de Cotonou. Il s'agit entre autres du directeur général Barnabé Komlan Sodo Gandji, du directeur général adjoint Nestor Ayedege, du directeur des affaires financières Pamphile Kossi Tobade et du magasinier de la dite structure étatique Hakim Sabi Zengui. Il serait inculpé pour détournement de fonds publics, pour abus de biens sociaux et défaut d'inventaire. Le syndicaliste Laurent Métognon
président et l'administrateur des finances Youssa Saliou Abdou ont été déposés à la prison civile de Cotonou dans la soirée de ce jeudi 23 novembre suite à leur présentation au procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, respectivement ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et ancien directeur général du budget par intérim au moment des faits. Ils sont poursuivis dans l'affaire de perception de commissions occultes pour des placements de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE avec mandat de dépôt. Ils devront rester en prison jusqu'au 19 décembre prochain, date de l'audience de flagrant délit. Et comme je vous l'annonçais à l'entame de cette édition du journal, c'est justement à cet effet que je reçois pour vous Maître Alain Roula. Alain Roula, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, comme je l'ai annoncé. Alors, avant de venir dans le vif du sujet qui justifie votre présence aujourd'hui dans ce studio, j'aimerais quand même que vous me donniez quand même votre lecture, puisque vous avez suivi il y a Division Soglo sur TV5 Monde. Alors, comment percevez-vous cette intervention? Ben écoutez, je trouve que cette intervention à l'étranger manifeste d'un système de terreur ou de psychose, parce que ça aurait été plus heureux que ce rendez-vous fût donné aux chaînes locales, que je ne citerai pas. Malheureusement, c'est rentré dans la tradition de nos hommes politiques, lorsque ça chauffe un tout petit peu, de donner le change de l'extérieur. Léa Division Soglo n'est pas le premier à avoir inauguré cette manière de procéder. Alors, cette émission s'intitulait « Si on se disait tout ». Je ne suis pas sûr que toute la vérité ait été dite. C'est vrai que l'ancien édile de la ville de Cotonou pointe le président de la République du doigt et le rend responsable de tous ses malheurs. Je pense que ce n'est pas volé, mais tout n'a pas été dit sur la gestion déficiente, en tout cas très controversée, de la ville de Cotonou. Donc je pense qu'un bon débat est un débat contradictoire qui peut se dérouler à Cotonou, quand bien même il n'est pas rassurant aujourd'hui d'aller sereinement devant les juges à qui on fait confiance. C'était votre avis et vous l'avez partagé avec nous sur Esaü Télévision. Alors nous venons à ce dossier lié de malversation, non, de placement, de commission occulte pour des placements de la CNSS à la BIBE. Vous avez suivi en tant qu'acteur juridique ce dossier de près. Alors quelle lecture d'ailleurs faites-vous de ce dossier? Écoutez, je l'ai suivi de bout en bout, de loin, c'est vrai, mais de bout en bout. Alors je dois dire qu'un dossier est différent de ce que la presse répand. Donc, le procureur de la République a dans ses mains des éléments d'appréciation qui ne sont pas partagés par la presse, par les syndicats et même pas par les avocats de la défense à qui je renouvelle ma solidarité. Ceci étant, je trouve qu'il y a un acharnement particulier, d'abord un lynchage médiatique dont le sieur Métognon a été l'objet de la part du gouvernement, qui a inventé une nouvelle infraction, placement hasardeux. Ça n'existe pas dans notre code pénal. Ensuite, il a fallu 8 jours de garde à vue pour établir ou mettre sur la table des supposées ou possibles corruptions dont le sieur Métognon, qui est très bavard et qui est un résistant, aurait pu se rendre coupable. Ceci étant, il y a une procédure qui a été conduite, beaucoup plus à charge qu'à décharge, et qui a abouti au placement sous mandat de dépôt de M. Laurent Métognon dans le cadre de cette affaire. Je crois qu'il y a eu une application très rigoureuse, pour ne pas dire rigide, des dispositions du Code de procédure pénale qui permettent certes à M. le procureur de la République de prendre son mandat de dépôt, mais qui lui permettent également d'apprécier de manière sereine les charges qui pèsent contre le sieur Métognon et de le renvoyer calmement devant un tribunal, d'autant que ce dernier n'a pas donné des signes d'une éventuelle application de la jurisprudence de la fuite devant la justice qu'on a pu connaître il y a quelque temps et même encore aujourd'hui. Donc bon, c'est lui le procureur de la République. La loi lui donne le privilège et lui confère à lui tout seul le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, c'est très important, et lui donne le pouvoir très dangereux que j'invite à retirer dans les prochaines réformes, le mandat de dépôt, parce que cela fait du procureur à la fois juge et partie, voyez-vous. Le mandat de dépôt, qui est cette arme redoutable et qui permet de faire tout et n'importe quoi, n'est-ce pas, et d'allonger les procès, est déjà critiqué lorsque il doit être décerné par un juge du siège, c'est-à-dire un juge un peu plus indépendant. Mais lorsque cette arme se trouve entre les mains du chef de la police et du chef du parquet,
qui est sous influence du gouvernement, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de controverses et beaucoup de suspicions à l'encontre du gouvernement qu'on accuse et qu'on soupçonne d'instrumentaliser le parquet et pas la justice pour régler des comptes politiques. À votre avis, donc, s'agit-il d'une affaire politico-judiciaire, La justice ne connaît pas d'affaires politico. Je veux dire, les règlements de compte peuvent être faits sous fondement politique, mais quand une affaire arrive devant les juridictions pénales, il y a infraction pénale ou il n'y a pas infraction pénale. En l'occurrence, ce qu'on raccroche au sieur Métoyon, c'est d'avoir été corrompu. Bon, c'est bien la première fois, à ma connaissance, qu'on poursuit ce genre de pratique qui a été, ou qui demeure encore le sport national dans ce pays. Alors, est-ce que c'est la politique qui fait ça? Non, c'est le code pénal, c'est une loi qui punit. Maintenant, la manière dont cette loi est mise en application, la volonté distributive et sélective de poursuivre les circonstances et l'environnement et le contexte dans lequel M. Métoyon est poursuivi, puisque, en fin de compte, ce n'est que le président du conseil d'administration qui a décidé de ces placements. Je ne vois pas pourquoi c'est à lui tout seul d'endosser la responsabilité pénale de ce qui pourrait être déploré. Donc, tout cet environnement fait que on est circonspect quant à la pertinence des mesures entreprises. Alors, avant d'aller quand même aux autres sujets, j'aimerais quand même vous poser la question de savoir, est-ce que dans cette affaire de commission occulte, est-ce que la loi punit les perceptions de commission occulte? La loi sur la corruption punit et le corrupteur et le corrompu, à condition bien sûr que la preuve de la corruption soit établie. C'est la même loi qui laisse l'attitude au procureur de la République de poursuivre qui il estime nécessaire de poursuivre. Ça ouvre effectivement la porte à une application sélective, comme je le disais, distributive et pourquoi pas fantaisiste des poursuites. Le procureur ne peut se voir reprocher, puisque c'est lui qui poursuit, de ne pas avoir pris tel directeur ou tel cadre et d'avoir focalisé sur un tel. Ce n'est pas ça qui biaise l'application de la loi, mais c'est effectivement ça qui rend un peu plus circonspect sur la volonté d'assainissement et tout ce à quoi nous assistons dénote plutôt un règlement de compte qu'une véritable purge et qu'une véritable lutte contre la corruption, parce que la corruption, elle est nichée et elle est bien nichée ailleurs. Alors, Maître Alain Oula, avant de passer à l'affaire Sonep qui connaîtra un nouveau rebondissement demain, j'aimerais quand même vous poser quelques questions par rapport à cette affaire de la CIA où il y a eu une mauvaise gestion des dons de riz japonais. Nous avons eu une ministre qui a été interpellée, gardée à vue dans ce dossier. Est-ce que, en tant que ministre, ancien ministre, est-ce qu'on peut être interpellé comme ça et gardé à vue? Alors, il y a des divergences sur la question. C'est vrai que notre Constitution prévoit très expressément qu'un ministre ou un ancien ministre ne peut être poursuivi que par devant la Haute Cour de justice et après un vote, n'est-ce pas, de l'Assemblée qui autorise ces poursuites. Mais le même texte de la Constitution prévoit que en cas de flagrant délit, par exemple, on peut se passer de cette formalité qui est devenue sacrée pour les commentateurs béninois. Je retiens pour ma part que la levée de l'immunité ou que l'autorisation de poursuite inscrite dans la Constitution valent, d'accord, lorsque l'infraction est ancienne, qu'on vient de la constater et qu'il y a des préalables à observer. Mais lorsqu'on est en cas de flagrant délit, la Constitution est très claire là-dessus, on n'a pas besoin de s'embarrasser de ces procédures. Alors je crois que c'est ça qui a permis l'hésitation. On s'est précipité d'abord, et puis bon, je ne sais pour quelle raison, on a un peu desserré les taux. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que Mme Djibril ne peut pas porter plainte pour avoir été gardée à vue après être relâchée? On peut toujours porter plainte, mais si vous avez bien suivi ce que je suis en train de dire, communément, il est admis que les poursuites aient été au préalable autorisées par l'Assemblée. Mais une lecture rigoureuse, je veux dire tout simplement stricte de notre Constitution, permet de faire l'économie de cette formalité lorsqu'on se trouve en cas de flagrant délit. C'est la Constitution elle-même
qui le prévoit, nos textes le prévoient. Et l'idée avait été agitée de faire recours à ce texte. Par exemple, lorsque l'affaire PPEA2 avait éclaté et que l'ancien ministre s'était réfugié au Parlement, bon, le président de la République d'alors, dans leur stratégie habituelle de feinte, avait décidé de faire lever cette immunité qui a été refusée par l'ensemble des députés au motif qu'ils n'allaient pas livrer un des leurs à la justice. Voilà ce qui avait été dit, dont acte. Alors, cette affaire soulève, alors à quoi pouvons-nous nous attendre demain devant les juridictions? Devant les juridictions, il faut s'attendre à tout et à n'importe quoi. On peut très bien passer d'une condamnation à une relaxe qui, pour être spectaculaire, ne serait pas moins prévisible, puisque la connaissance que j'ai de ce dossier permet de garder l'espoir et de dire qu'il n'y a pas véritablement de charge imputable au DG de la SONEB, David Babalola, lié à son DAF, qui manifestement ont été trompés. C'est vrai qu'il y a des légèretés administratives blâmables, mais en termes d'imputabilité pénale, ils ont été plus ou moins trompés par le conseil externe, n'est-ce pas, qui reconnaît avoir monté toute cette opération. Et je soupçonne d'ailleurs ce mise en cause d'avoir été instrumentalisé par une certaine main. On ne va pas toujours... Une main encore invisible. Non, mais enfin, il n'y a plus de main invisible pour moi. Il y a eu les télécommandes, mais les mains sont visibles et elles agissent ostensiblement. Et il n'y a que le peuple aveugle qui ne veut pas voir. Merci à vous, Maître Alain Roula. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit sur ESAE TV. Le projet R5 de la chaire Éco-Santé a procédé à une nouvelle distribution de foyers économiques améliorés dénommés Nansou. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de moderniser les modes de cuisine dans les ménages, mais aussi et surtout de réduire considérablement l'usage des bois dans pour la cuisson des mets. C'était samedi dernier au collège d'enseignement secondaire Le Savoir, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre la pollution environnementale, la chaire Éco-Santé a distribué aux femmes du quartier de Zopa ce week-end des foyers améliorés Nassau. Mais avant, elles ont eu droit à une séance de sensibilisation de la part de l'ONG. L'émotion se lisait sur le visage de la plupart des bénéficiaires. Projet de Chon kuji le wezon bo ason supo nu mi menyon le o kho mi ton sa nu mi ro na ki mi on flower o mi ton sa no gble o mi no be ason fibi no be ason le mi na dalo mi bona mi kropotu nasu bo mi wa ple do fi de mi wa ple pepe onye tun do e jana mi a bible mi we de yen vedo be wa yiro mi do mi ni wa yi kropoto e don mi do ezegwa lo nu to vilena do wezon be de kwekpona bonu mebi ni motembo pe uboyi bo hobo motembo zan ni hokpon to ga ton e no sada ile ton trolo me de wa ko lo jiti e na bokunu mebi be na mo bo hobo zan mi do penu me wadagbe lo nu mi on akruno na do etonji aloton ya gategbe. La distribution de ces foyers a été confiée au délégué du dit quartier. Le représentant de la dite autorité a précisé que l'opération n'est pas politique. Le manque de communication et manque de sensibilisation fait que ces femmes mènent certaines habitudes, c'est-à-dire ils ignorent les conséquences de leurs pratiques. Mais au cours des séances, on a dit bon, à la fin, il faut sanctionner au moins. Quand on fait une formation, il faut sanctionner la formation par une attestation ou un diplôme. Donc les responsables de chaire Éco-Santé ont décidé de distribuer des foyers améliorés aux femmes. Mais si on fait la distribution à 0 francs, on aura tellement du monde que les gens vont peut-être prêter d'autres mots, que c'est une campagne qui est en train d'être faite, ou bien c'est une subvention, c'est le chef de l'État qui a envoyé des foyers améliorés au chef quartier de distribuer. L'opération n'est pas du tout politique. Donc c'est pour ça que les foyers ont été envoyés à la fin, parce que nous on a eu des séances de travail avec les responsables à divers niveaux pour savoir d'abord, on les sensibilise. Après, qu'est-ce que nous allons le faire de ces femmes pour que ça puisse les motiver. Donc ces deux on va partager ces foyers, mais il faut au moins qu'elles participent à cela. Donc pour ça, la subvention est à 60%. Donc chez Éco-Santé a subventionné ces foyers à 60%.
Et les bonnes dames même viennent avec 40%. Donc d'où elles payent 1600 avant de faire le retrait d'un foyer amélioré. Donc voilà en résumé l'opération. Je tiens à le rappeler. Ce n'est pas une opération politique. Ce n'est pas une opération politique. Il faut noter que la deuxième phase s'est achevée à Kadjaou ce dimanche. Le duo béninois sorti finaliste du concours RFI 2017 dénommé Ayodele a émerveillé à travers d'époustouflantes prestations effectuées au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou le samedi 25 novembre dernier. C'était à l'occasion de l'ouverture du Festival des meilleurs instrumentalistes d'Afrique MIA. Reportage. Je dis non, on peut y aller comme ça. Non, je veux plus voir autour de moi des enfants déshérités, des prisonniers innocents sans défense. J'arrive à créer un monde de reine et d'injustice. Non, je veux plus voir autour de moi des enfants déshérités, des prisonniers innocents sans défense. J'arrive à créer un monde de reine et d'injustice. Tout le monde. C'est à travers ces prestations que le duo Ayodele et le jeune orchestre du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi ont émerveillé le public du festival Meilleur instrumentiste d'Afrique ce samedi. Mais avant, la soirée a démarré par bien d'autres prestations de danse. Sport dans cette édition, la 4e édition du Tennis Open de Cotonou a démarré ce jour au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. L'Espagnol Fernando Bobacho, classé 921e au classement ATP, le franco-congolais Manmata Paterne et le numéro béninois Alexis Clégou, champions en titre, sont entre autres les joueurs majeurs annoncés pour cette édition. Alphonse Gandonou, promoteur du tournoi, donne plus de précisions dans ce extrait que je vous invite d'ailleurs à suivre. Vont être présents Bogadio, Fernando de l'Espagne, qu'on a invité spécialement cette année, classé 952 à l'ATP. Et il y a Alexis Clégou, comme d'habitude, qui va être là, notre grand joueur. Il va être là, il va descendre demain. Et Sylvestre Emmanuel, qui devait venir l'année passée, qui n'a pas eu le temps cette année, tout à l'heure, il va descendre. Babalola du Nigeria aussi, il va descendre. Il y a déjà Joël Meda qui est là. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont être présents cette année. Qu'on est à déjà 95%. On a refait les peintures, tout ça là, donc
l'organisation cette année quand même, on a beaucoup avancé. L'innovation, cette année on a mis les dames dedans. Je profite pour remercier Madame Catherina Chaké, qui est la représentante de la Banque mondiale, qui a soutenu le tournoi à titre privé. Je la remercie parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que les femmes vont jouer un grand tournoi au Bénin. Le tournoi évolue et aujourd'hui c'est la Fédération béninoise qui parraine ce tournoi. Donc c'est sûr qu'à la finale on va voir Jean-Claude Talon qui est le président de la Fédération. C'est un passage que je lui dis merci beaucoup pour ce qu'il fait pour le tennis. Il fait beaucoup d'efforts, donc il faut quand même qu'on soit reconnaissant. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports aussi qui va être là à la finale. Précisons que 14 pays d'Afrique et d'Europe seront représentés à cette compétition qui prendra fin le 2 décembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à l'édition du journal télévisé de Zaïre TV de ce jour. Merci de nous avoir suivis, merci pour l'attention et passez une agréable semaine en compagnie de nos programmes sur les www.zaïretv.com. Bonsoir.